Bienvenue à la vengeance de maman, où des histoires sincères touchent votre âme et peuvent même vous faire pleurer. Au dîner d'anniversaire de mes parents, la voix de ma grand-mère a transpercé le bruit comme du verre brisé. Evan, comment aimes-tu la maison que je t'ai achetée? Toutes les fourchettes se sont figées. J'ai cligné des yeux, confus. Quelle maison? Je vis dans un appartement exigu en centre-ville. Le silence qui a suivi était plus lourd que la pierre. Le sourire de ma mère s'est brisé. Les mains de mon père tremblaient. 45 personnes fixaient leur visage pâle tandis que l'air de ce restaurant élégant devenait assez vif pour couper. C'est alors que j'ai réalisé qu'une trahison, en préparation depuis des années, était sur le point de faire surface devant tout le monde. Et ce que grand-mère a fait ensuite a changé tout ce que nous pensions savoir sur la famille. Je suis sur le point de partager quelque chose qui me secoue encore chaque fois que j'y pense. J'aime savoir jusqu'où mon histoire peut aller. Cela me rappelle que personne d'entre nous n'est vraiment seul. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Si mon histoire vous touche, si vous avez déjà été trahi par les personnes en qui vous aviez le plus confiance, veuillez vous abonner à notre chaîne. Votre soutien aide des voix comme la mienne à être entendues. Je m'appelle Evan Brox, et voici comment la vérité a finalement éclaté. À cette table, avec 45 visages attendant ma réponse, j'ai senti le sol basculer sous moi. Mais la vérité n'a pas commencé là. Elle a commencé 10 ans plus tôt dans un salon à Spokane où les murs étaient remplis de photos de familles souriantes et l'air sentait le nettoyant citron. Mes parents m'ont assis à 18 ans et m'ont donné ce que ma mère appelait le discours d'indépendance. Pas de fonds universitaires, pas d'argent pour les manuels scolaires, pas de filet de sécurité, juste une poignée de main de mon père et une phrase que je peux encore entendre, « Tu es intelligent, Evan. Tu t'en sortiras. » Je m'en suis sorti, ce qui signifiait principalement ranger des étagères la nuit, emprunter des éditions usagées aux couvertures déchirées, apprendre à faire durer une semaine de nouilles instantanées 2 semaines. Et me taire pendant que ma sœur cadette Maya flottait au lycée avec des baskets neuves et des téléphones neufs comme si c'était son droit de naissance. La seule personne qui brisait ce rythme morne était ma grand-mère, Eleanor Quinn, à Albuquerque, qui n'entendait pas assez bien pour les appels. Alors elle envoyait des SMS en majusculé avec beaucoup de virgules, de courtes bouffées d'oxygène au milieu de la routine, vous envoie 1800 MON cœur étude n'abandonnez pas. Et puis, comme un petit miracle, le dépôt apparaissait, et je pouvais acheter le manuel de laboratoire. Un vrai sac d'épicerie, une nuit complète de sommeil. J'ai obtenu mon diplôme plus lentement que la plupart, travaillé plus vite que tous. Et au moment où j'ai eu 32 ans, j'étais auditeur junior dans le centre-ville de Seattle avec un strabisme permanent dû aux feuilles de calcul. Vivant dans un minuscule appartement à Fremont où la cuisine était si exiguë que je devais incliner la porte du réfrigérateur pour ne pas heurter le placard. La fenêtre donnait directement sur un mur de briques, et les bus de la ville tissaient leur souffle diesel à travers les soirées comme une berceuse que je n'avais jamais demandé. Pourtant, j'avais un plan, économiser, économiser, économiser. Je prenais le ferry pendant 35 minutes jusqu'à Mersey Island le samedi pour passer devant des maisons de départ que je pouvais presque toucher et imaginer le poids de mes propres clés dans ma paume. Pas un avis de propriétaire, pas un renouvellement de bail, mais des clés qui signifiaient que personne ne pouvait me jeter dehors. Pour mon 32e anniversaire, mes parents et Maya sont arrivés pour exactement 30 minutes. Ma mère a plissé le nez et a dit que l'endroit était un peu sombre. Mon père a commenté l'éclairage douteux. Maya s'est affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Ils m'ont donné des cadeaux qui ressemblaient à des arrière-pensées. Et puis ma mère a sorti un vase en cristal de grand-mère. Lourd, brillant, aussi impratique qu'une tiare dans un ouragan. Et j'ai dit, merci, parce que les manières sont ce à quoi on s'accroche quand l'amour est rare. Après leur départ, mes amis Ethan, Chloé, Caleb ont rempli la pièce de vapeur de pizza et de chaleur. Et plus tard, quand la dernière assiette en carton a été jetée, je me suis assis dans le silence de la fenêtre donnant sur le mur de briques et j'ai envoyé un SMS à grand-mère, merci pour le magnifique vase. Je l'adore parce qu'elle méritait de la gratitude, même si le cadeau n'avait aucun sens pour une vie mesurée en mètres carrés. Et elle a répondu dans sa cadence saccadée et sincère, est si contente que vous l'aimiez. Fier de vous toujours. Je suis retourné au travail, de nouveau à économiser par si petits incréments qu'ils semblaient imaginaires. De nouveau à regarder Maya poster des sacs de créateurs que je ne pourrais jamais me permettre, et des restaurants que je ne choisirais même pas si je le pouvais.
Et l'injustice a cessé d'être une douleur vive et s'est calcifiée en une pression sourde que je portais comme une seconde colonne vertébrale. Silencieux parce que le bruit n'a jamais rien changé dans cette maison. Silencieux parce que la survie est plus facile quand on ne discute pas avec les chiffres. Pourtant, certaines nuits, le vase captait la faible lumière de la ville et la projetait en motif fracturé sur mon mur, et je pensais à la distance entre le brillant et le bon, entre ce qui semble généreux et ce qui l'est réellement. Je pensais aux clés et aux portes et aux voix qui doivent être écrites parce qu'elles ne peuvent pas être entendues. Et je me posais la question qui ne me laissait pas tranquille, si la justice vient tard, est-ce encore de la justice? Il pleuvait comme à Seattle à l'heure du déjeuner, une fine insistance grise qui rendait les trottoirs glissants dans le quartier et du centre-ville de Seattle. J'étais à mi-chemin de la conciliation d'un rapport de dépenses lorsque mon téléphone s'est allumé avec le nom de Colin, mon cousin du côté de grand-mère à Albuquerque. Et sa voix est arrivée chaude, « Evan, où étais-tu à la pendaison de crémaillère de Maya ?» Et j'ai ri parce que les mots ne collaient pas. Pendaison de crémaillère pourquoi, Colin? Je ne savais pas qu'elle avait acheté une maison. Il est devenu silencieux comme les gens qui réalisent qu'ils ont mis les pieds dans une fracture familiale d'autrui. Puis il a dit avec précaution que tout le monde avait supposé que je n'étais pas venu parce que j'étais jaloux et que je n'aimais pas les foules, une histoire si polie qu'elle a glissé de sa langue, et je l'ai senti se prendre dans ma poitrine comme un hameçon. Non seulement le mensonge, mais la facilité de celui-ci. J'ai raccroché et j'ai appelé Maya. Elle a répondu au troisième coup avec ce ton décontracté et cool de Seattle. J'ai demandé pourquoi je n'étais pas invité et d'où venait l'argent. Elle a fait un léger ricanement qui a sonné comme une porte qui se ferme. Maman et papa me l'ont donné, Evan, et ça ne te regarde pas. Puis elle a raccroché, et j'avais un point autour de rien, debout là avec la bruine qui striait la fenêtre et une feuille de calcul ouverte qui clignotait comme un battement de cœur. J'ai sorti ses réseaux sociaux, j'ai fait défiler une foule en lin élégant trinquant dans un bungalow de Ballard, j'ai parcouru le carrousel jusqu'à ce qu'un coin d'une photo attire mon regard, une brochure éventaillée artistiquement sur un îlot de marbre. Un logo a clignoté, un héron et un troglodyte dans un cercle. Le bord de la pochette laissait apparaître juste assez de lettres pour rafraîchir ma mémoire, Arbor & Pin Realty, un nom que j'avais vu une fois dans un email il y a des mois quand grand-mère m'avait demandé de ranger le formatage d'un PDF parce que la taille de la police lui faisait mal au yeux. Instruction de séquestre, initiale, EQ, le genre de document que les gens ne vous envoient pas à moins qu'ils ne fassent confiance à vos mains. Mon estomac s'est glacé dans la chaise car si Arbor & Pin avait géré l'achat de Maya et que j'avais vu Arbor & Pin sur le dossier de séquestre de grand-mère, alors l'histoire soignée de la générosité parentale manquait un chapitre. L'argent n'était peut-être pas celui de mes parents du tout. C'était peut-être celui de grand-mère, destiné à autre chose. Peut-être pour moi, peut-être pas. Mais certainement pas pour un haussement d'épaule de dernière minute envers l'enfant préféré. Les commentaires sous la publication de Maya étaient un cœur et de tellement fier de toi, chérie. Et je pouvais sentir l'ancien scénario se resserrer, Evan le jaloux. Evan le silencieux. Evan qui préfère s'abstenir. Mais sous ce scénario, les planches de mon esprit ont commencé à grincer parce que les comptes se réconcilient quand on prend la peine de suivre la piste. J'ai ouvert mon email personnel, fouillé comme un auditeur avec quelque chose à prouver, cherché Arbor, trouvé le fil de discussion, et c'était là. Une ligne d'objet avec une date 3 semaines avant mon anniversaire, transfert séquestre Q, une note de couverture en majuscule de grand-mère, Evan, pouvez-vous vérifier l'espacement? Je n'aime pas quand les lignes vont jusqu'au bord et joins un rapport de titre préliminaire avec un champ qui m'a coupé le souffle, bénéficiaire, cessionnaire, Evan Brox. J'ai regardé assez longtemps pour que la bruine devienne un rideau. Puis j'ai pris une capture d'écran de la photo de Maya avec le logo et le dossier dans ma boîte de réception et je me les suis envoyés comme si je ne faisais pas confiance aux nuages. J'ai imprimé le rapport et je l'ai glissé dans une chemise cartonnée parce que le papier ressemble toujours à une preuve. Et pendant que l'imprimante mâchait, j'ai vérifié Facebook et j'ai vu le message de ma mère rayonnant à propos d'un dîner de 40 ans de mariage au Charter Hotel en centre-ville. Tout en lin et en gratte-ciel et une autre liste d'invités sur laquelle je ne figurais pas. L'ancienne pression a monté, la deuxième colonne vertébrale sourde, mais cette fois-ci autre chose a monté avec elle, une ligne nette de résolution qui ressemblait à la voix tapée de ma grand-mère, forte et un peu décentrée, s'ils ne vous entendent pas, écrivez-le. S'ils ne vous voient pas, montrez-leur. J'ai glissé le dossier dans mon sac à dos, suis sorti sous la pluie, et je me suis dit que la prochaine fois que je verrai grand-mère, je lui demanderai directement car s'il y a une maison dans cette histoire, je dois savoir à qui elle appartient. La veille du dîner d'anniversaire de mes parents,
mon téléphone a sonné alors que je rangeais mon ordinateur portable au bureau. La voix de ma mère est arrivée, coupante, polie, un ton qu'elle utilisait quand elle était sur le point de faire passer quelque chose pour de la logistique plutôt que pour un rejet. Evan, à propos de samedi, nous avons dû réduire la liste des invités. Le restaurant facture par place, et c'est déjà plein. Tu peux passer à la maison une autre fois pour nous féliciter. J'ai attendu la blague qui n'est jamais venue. Alors tu ne me veux pas là, ai-je demandé doucement. Un silence, une respiration que j'aurais presque pu entendre. Ce n'est pas ça, a-t-elle dit. C'est juste que cet événement est plus pour la famille. Puis elle a raccroché, laissant le mot famille résonner dans mon oreille comme une insulte. J'ai fixé l'écran vide, pensant à l'efficacité avec laquelle mes parents pouvaient couper quelqu'un d'une photo sans laisser de bord dentelé. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de grand-mère Eleanor en majuscule, VOL pour Seattle pour la célébration. Impatiente de vous étreindre. Je me suis rassis dans ma chaise. Alors, elle venait. Elle pensait que je serais là. Pendant quelques secondes, j'ai imaginé le dîner comme elle l'avait imaginé, des visages souriants, des verres qui tintent, toute la famille réunie. Puis je me suis souvenu de la liste des invités réduite. Quelque chose s'est tordu en moi. J'ai répondu, impatient de te voir aussi, grand-mère. Je ne lui ai pas dit que je n'étais pas invité. Je n'allais pas laisser mes parents décider si je la voyais. Samedi matin, j'ai pris le bus en centre-ville, la pluie trempant les trottoirs gris de Pike Street. L'odeur de café et de sel marin montait du marché. Grand-mère m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle voulait me rencontrer au marché d'Union Square avant le dîner, café sous l'horloge. Facile à trouver. Je l'ai repéré immédiatement, une petite silhouette enveloppée dans un manteau bleu argenté, les cheveux parfaitement coiffés, les yeux alertes derrière d'épaisses lunettes. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé comme un lever de soleil. Evan, a-t-elle dit, bien trop fort, agitant sa main gantée, viens ici, chérie. Les têtes se sont tournées, mais je m'en fichais. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Elle m'a attrapé le bras, m'a tiré près d'elle, et a dit, toujours à plein volume, tu aimes ta nouvelle maison. Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. Quelle maison, ai-je demandé. Je vis dans mon appartement, comme toujours. Son sourire a vacillé. Non, non, je veux dire la maison que je t'ai achetée. Celle par Arbor & Pine Realty. J'ai terminé le séquestre juste avant ton anniversaire. Tu n'as pas eu les clés? J'ai juste regardé. Grand-mère, ils ne m'ont rien donné. Maman m'a apporté un vase en cristal et a dit qu'il venait de toi. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Ses yeux bleus brillants se sont assombris, et quand elle a finalement parlé, sa voix a baissé, mais est restée ferme. Ce vase n'était pas de moi. J'ai viré 75 000 $ sur le compte séquestre pour une propriété à ton nom, Mersey Island. Tu te souviens? Je voulais que tu aies des racines. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti un document plié, le papier déjà doux à force d'être manipulé. Tiens. Rapport de titre préliminaire. Bénéficiaire, Evan Brox. Cela fait partie du trust familial Queen Brox. Je l'ai même signé. Tu vois. Son doigt a pointé ses initiales, EQ daté 3 semaines avant mon anniversaire. La maison était censée être ton 32e cadeau. Tes parents étaient seulement censés te remettre les clés. J'ai regardé le papier, le texte juridique nageant devant moi. Ma gorge s'est serrée. Ils ont donné la maison à Maya, ai-je dit doucement. Elle a fait une pendaison de crémaillère. Tout le monde pensait que c'était à eux de la donner. Grand-mère a pressé ses lèvres l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles forment une mince ligne blanche. T'ont-ils donné quoi que ce soit? Même mentionné? J'ai secoué la tête. Elle a regardé au-delà de moi les étals de marché bondés, des étrangers achetant des fleurs et des cerises, comme si elle essayait de trouver un visage honnête dans le bruit. Puis elle a dit presque à elle-même, s'ils ont pris ce qui n'était pas à eux, ils l'expliqueront devant tout le monde. Je m'en assurais. J'ai essayé de l'arrêter. Grand-mère, peut-être devrions-nous en parler en privé d'abord, mais elle m'a coupé avec un petit geste féroce de la main. Non, Evan. Ils aiment faire les choses en public. Moi aussi. Demain soir au dîner, je veux que tout le monde entende la vérité. Avant de nous séparer, elle a demandé à voir la photo du vase.
Je la lui ai montrée sur mon téléphone. Elle l'a regardée longtemps, puis a dit platement, c'est la culpabilité qui se fait passer pour de la générosité. Elle a glissé la photo du rapport de titre dans son sac, l'a fermé avec finalité, et m'a lancé un de ces longs regards qui signifiaient qu'une décision avait été prise. Garde ton téléphone près de toi, a-t-elle dit. S'ils essaient de t'arrêter, tu m'appelles. Plus tard ce soir-là, je me tenais dans l'ascenseur du Charter Hotel, fixant mon reflet dans la porte chromée. Je pouvais voir le dossier dépasser de la poche de ma veste, le rapport de titre imprimé, les emais, la photo du vase, tout ce qui ne devrait pas exister dans une famille normale. L'ascenseur a sonné, et je me suis dit que si la justice avait un jour besoin d'une voix forte, grand-mère était née pour ce rôle. La salle de banquet au 15e étage brillait d'or et de blanc, le genre d'endroit où tout scintillait juste assez pour que les gens se comportent bien. 45 invités étaient assis à de longues tables garnies d'argenterie qui semblaient empruntées à un musée. Je suis arrivé à mi-chemin des hors-d'œuvre, me suis glissé avant les toasts, le cœur battant mais le visage impassible. Quand mes parents m'ont vu, le sang a quitté les joues de mon père. La fourchette de ma mère a cliqueté contre son assiette. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Evan, a-t-elle sifflé. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai souri sans chaleur. Grand-mère m'a invité. À la table d'honneur, grand-mère Eleanor s'est tournée, les yeux s'illuminant, sa robe argentée attrapant l'éclat du lustre. Evan, a-t-elle tonné, sa voix résonnant sur les murs. Viens t'asseoir à côté de moi. Toutes les conversations dans la pièce se sont figées. Les invités se sont tournés, curieux. Mon père a forcé un sourire qui semblait douloureux. Mère, ne commençons pas, a-t-il commencé. Non-sens, a-t-elle dit, agitant la main vers le siège à côté d'elle. Je n'ai pas vu mon petit-fils correctement depuis des années. J'ai traversé la pièce, chaque pas retombant comme un marteau. Le dîner a repris par fragments mal à l'aise. Des toasts ont été portés à l'amour, à la longévité, à la famille. Je n'ai rien goûté. Grand-mère a gardé sa main sur la mienne, une encre silencieuse. Lorsque le dernier toast fut terminé et que les cliquetis s'estompèrent, elle leva son verre, mais ne but pas. Au lieu de cela, elle se tourna vers moi avec cette même voix publique et intrépide qui pouvait couper le verre. Evan, chéri, comment aimes-tu la maison que je t'ai donnée? La pièce devint silencieuse. Quelqu'un laissa tomber une cuillère. Je sentis ma gorge se serrer. Quelle maison, grand-mère, dis-je doucement. Je ne sais rien d'une maison. Je suis toujours dans mon appartement. Le silence qui suivit fut du genre à avaler l'air. La main de mon père se figea autour de son verre de vin. Ma mère baissa les yeux comme si elle cherchait quelque chose dans son assiette. L'expression de grand-mère s'aiguisa. C'est étrange, dit-elle. J'ai viré l'argent moi-même, signé chaque page. La maison de Mersey Island a été achetée à ton nom. Je sortis mon téléphone, ouvris la photo du vase et tournai l'écran vers elle. C'est ce que maman m'a donné pour mon anniversaire. Elle a dit que c'était de ta part. Les yeux de grand-mère se rétrécirent. Son ton baissa, mais devint plus dangereux. Ce vase ne vient pas de moi. Une vague de murmures se répandit autour des tables. Puis elle tourna son regard vers mes parents. Thomas, Linda, je vous ai donné 75 000 $ pour acheter une maison à mon petit-fils. J'ai géré l'agent immobilier, le séquestre, tout. Vous étiez censé lui remettre les clés pour son anniversaire. Alors dites-moi, où est passé l'argent? Mon père tenta de sourire, mais son sourire était cassant. Mère, ce n'est ni le moment ni l'endroit. C'est exactement le moment et l'endroit, dit-elle. Vous l'avez fait ainsi en prenant quelque chose qui ne vous appartenait pas. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. Nous pensions que ce serait mieux pour Maya. Elle est plus jeune. Elle avait besoin. La voix de grand-mère craqua comme le tonnerre. Elle avait besoin de quoi? D'apprendre que mentir apporte récompense? Maya se leva d'un bond de son siège, les joues rouges, le mascara brillant de larmes. Cette maison est à moi. Maman et papa ont dit que c'était un cadeau pour moi. Vous ne pouvez pas me l'enlever maintenant. Les gens se levaient pour voir. Tante, oncle, cousin chuchotaient derrière leurs serviettes. J'entendais le clic d'un appareil photo quelque part. La mâchoire de mon père tremblait. Les mots restaient coincés derrière la honte. Grand-mère se leva lentement,
la pièce basculant autour de son autorité. « Asseyez-vous, Maya, dit-elle. Maya hésita, puis s'assit. La maison était destinée à Evan. Elle est à son nom. Je me fiche des papiers que vous avez cachés. Je les ai signés moi-même. Personne ne respirait. Le bruit des plats s'arrêta. Le seul son était le léger bourdonnement des lumières du plafond. Mon père tendit la main vers celle de ma mère comme un homme en mer. Demain, dit grand-mère, sa voix plus ferme que celle de n'importe qui d'autre. Je parlerai à mon avocat. Ce soir, tout le monde ici se souviendra de cette nuit comme la nuit où la vérité a prévalu sur la prétention. Elle se tourna vers moi, sa prise ferme, ses mots destinés à tous. Ne les laissez plus jamais te faire sentir petit, Evan. Tu as porté leur silence assez longtemps. Je ne pouvais pas parler. J'ai juste hoché la tête. Le poids de 32 ans me pesait sur la poitrine, mais il me semblait plus léger que jamais. Autour de nous, les invités murmuraient, la pitié et le choc se mêlant dans l'air. Ma mère enfouit son visage dans sa serviette. Mon père resta rigide. Maya fixait la table comme si elle voulait qu'elle disparaisse. Alors que les serveurs débarrassaient les desserts à moitié mangés, grand-mère se leva de nouveau, rajustant son châle. Je pense que c'est assez de célébration, dit-elle. Les mots résonnèrent, définitifs, tranchants comme du verre. À partir de maintenant, nous célébrons l'honnêteté. Je la suivis hors de la salle de banquet, la lumière dorée s'estompant derrière nous. Et quand les portes de l'ascenseur se refermèrent, elle expira lentement. Ils ont confondu la gentillesse avec la cécité, dit-elle. Il est temps qu'ils apprennent la différence. Je ne répondis pas. Je regardais simplement son reflet à côté du mien. Tous deux pâles, tous deux fermes. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas le silencieux. J'étais le témoin, et elle était la voix qui les ferait enfin écouter. La pluie s'était transformée en une fine brume lorsque nous avons atteint le quai. Les lumières du Pier 62 scintillaient sur l'eau noire, l'air épais de sel et de diesel. Grand-mère et moi nous sommes assis dans sa voiture, face à la baie, le chauffage ronronnant, le pare-brise strié de lignes argentées de pluie. Aucun de nous n'a parlé au début. La nuit semblait retenir son souffle. Finalement, elle a brisé le silence. Ton père prend de l'argent de mon compte depuis des années, a-t-elle dit doucement, sa voix ferme mais rauque. Toujours de petites sommes. Il disait que c'était pour les frais de scolarité de Maya, pour une urgence. Je voulais le croire. J'ai fixé les lumières du tableau de bord, ma poitrine se serrant. Tu veux dire qu'il utilise tes comptes personnels? Elle a hoché la tête, regardant par la fenêtre. Oui. J'ai laissé passer trop de fois. Mais ça, c'était différent. Je leur ai fait confiance avec ton cadeau, et ils l'ont pris aussi. Elle a fouillé dans son sac à main, a sorti une pochette en plastique et m'a tendu une feuille de papier. C'était une copie d'un virement bancaire, 75 000 $ virés du EQ Queen Trust à Arbor & Pin Realty. La ligne du bas lisait clairement, bénéficiaire Evan Brox. J'ai tracé les lettres avec mon pouce, essayant de comprendre jusqu'où la tromperie était allée. Elle s'est appuyée en arrière, sa voix tremblante, mais ferme. Je ne pensais pas qu'ils oseraient utiliser mon cadeau pour autre chose. Mais quand j'ai vérifié le séquestre, l'achat correspondait exactement à ce que j'avais envoyé. Même montant, même date. La seule différence était le nom de la personne à qui ils avaient dit à l'agent de remettre les clés. J'ai posé la question que j'avais peur de poser. Ai-je des droits dessus? Elle a ouvert un autre dossier et a déplié une seule page de parchemin juridique. Oui, a-t-elle dit, tapant sur l'entête. Acte de transfert de trust. Ton nom est imprimé ici. Ils peuvent changer les serrures, mais pas les titres. Pas légalement. J'ai pris le document d'elle et j'ai fixé mon propre nom comme si je le voyais pour la première fois. Ses yeux étaient rougis, mais pas de larmes. Il n'y a pas que la maison, Evan, a-t-elle continué. J'ai ouvert un petit compte de placement pour toi il y a des années. Ils étaient censés le gérer jusqu'à ce que tu aies terminé tes études. J'ai découvert qu'il s'était inscrit comme co-bénéficiaire. Chaque trimestre, il retirait les dividendes comme si c'était le leur. La pluie tambourinait plus fort contre la vitre, un doux applaudissement pour chaque confession. J'ai senti la colère monter comme une marée que je ne pouvais pas contrôler. Alors ils ont pris non seulement la maison, mais 5 ans de ce que tu avais essayé d'économiser pour moi. Elle a hoché la tête une fois.
Et j'ai laissé faire parce que je continuais à croire qu'il changerait. Elle a tendu la main vers la mienne, sa peau fraîche mais forte. S'il ne rectifie pas le tir, je déposerai une plainte contre mon propre fils. Je ne mourrai pas en te laissant ce poison. Je ne savais pas quoi dire. Dehors, les ferries étaient des lumières fantômes se déplaçant sur le Puget Sound. La ville derrière nous brillait comme une promesse qu'elle ne pouvait pas tenir. J'ai pensé à toutes ces nuits où j'avais mangé des nouilles, comptant les pièces de monnaie pendant qu'il siphonnait le confort de mon avenir. Je n'étais pas sûr de ce qui faisait le plus mal, la trahison ou sa familiarité. Quand elle a de nouveau parlé, son ton s'est adouci. Il ne s'agit pas seulement d'argent, Evan. Il s'agit d'honnêteté, de savoir si nous savons encore ce que ce mot signifie. Nous sommes restés là longtemps à écouter la pluie et les vagues. Finalement, je l'ai ramenée à son hôtel près de Green Lake. Avant de sortir, elle s'est tournée vers moi, ses yeux reflétant les lumières de la rue. Demain, a-t-elle dit, tu apprendras que la vérité n'a pas une seule couleur. Puis elle a fermé la porte, laissant derrière elle l'odeur de la Vendée de pluie. Je l'ai regardée disparaître dans le hall, réalisant que la justice n'était pas un acte unique. C'était la lente récupération de chaque pièce qu'ils avaient essayé d'effacer. Lundi matin est arrivé, gris et implacable. Les nuages planaient bas sur le centre-ville alors que j'entrais dans le bâtiment de verre qui abritait Harrison et Cole LLP. La réceptionniste nous a conduits à une petite salle de conférence avec vue sur le front de mer, trop calme pour ce qui allait se passer. À l'intérieur se trouvaient mes parents, Maya, et 2 avocats, un pour grand-mère, un pour eux. Grand-mère était assise à côté de moi, sa canne argentée appuyée contre la table, son visage composé à la manière des gens qui ont déjà connu toutes sortes de déceptions. Monsieur Harrison, l'avocat de longue date de la famille, a commencé par se racler la gorge. Nous sommes ici pour discuter des questions de propriété et de transfert concernant la propriété de Mersey Island. Il a ouvert un dossier, ajusté ses lunettes et lu à haute voix. L'acte indique un titre au nom d'Evan Brooks. L'acompte a été entièrement financé par le EQ Queen Trust. Les mots sont tombés lourdement. Mon père a bougé sur sa chaise. Ma mère a croisé les mains si fort que ses phalanges ont blanchi. C'était un malentendu, a dit mon père. Nous pensions que mère avait changé d'avis et voulait la donner à Maya. Elle a dit quelque chose à propos des 2 petits-enfants méritant la sécurité. La paume de grand-mère a frappé la table avec un claquement sec. J'ai dit que les 2 petits-enfants méritent l'intégrité, pas des cadeaux volés. Le son a résonné sur les murs de verre. Vous n'aviez pas le droit de modifier ma décision. L'avocat a hésité, puis a ouvert un autre dossier. Il y a autre chose, a-t-il dit avec précaution. Le testament original de 2018 laissait des parts égales à vos 2 fils, mais Madame Quinn l'a mis à jour l'année dernière, 2024. Cette version déplace la plupart des actifs dans des trusts séparés, dont l'un, appelé le Arborleaf Trust, est attribué uniquement à Evan. Le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs. Vous avez changé le testament sans me le dire. Je n'avais pas besoin de votre permission, a-t-elle répondu. Vous avez perdu le droit de demander quand vous avez commencé à me voler. La pièce s'est remplie du bourdonnement du système de chauffage, ventilation et climatisation et du léger clic du bracelet de Maya alors qu'elle s'agitait. Monsieur Harrison a continué, les registres montrent également que la propriété a été déclarée dans vos déclarations fiscales, Monsieur Brooks, comme un placement pour votre fille. Cela pourrait soulever des questions sur l'évasion fiscale des dons. Le silence qui a suivi a été brutal. Mon père s'est frotté les tempes. Nous essayons de protéger la famille, a-t-il dit faiblement. En mentant, a demandé grand-mère. En apprenant à votre fille que la tromperie est une protection? La voix de Maya s'est brisée. Vous avez dit que c'était propre. Vous avez dit que c'était à nous. Silence. Mon père a claqué, son masque glissant enfin. J'ai ouvert mon sac et posé un enregistreur vocal sur la table. J'ai appelé Arbor & Pin Realty, ai-je dit calmement. L'agent a confirmé que grand-mère avait tout signé elle-même et spécifié l'acheteur comme Evan Brooks. Elle a toujours la chaîne de mais si quelqu'un a besoin de preuves. Mon père s'est figé. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Maya a serré les lèvres, tremblante. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis grand-mère a pris une profonde inspiration et a prononcé la phrase qui a mis fin à des décennies de déni. À partir de ce jour, Thomas, vous n'aurez plus accès à mes comptes, plus aucun mot à dire sur ma succession,
et plus aucun pouvoir sur l'avenir de cette famille. Il n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête une fois, vide, comme si le combat avait été vidé de lui. Ma mère a tendu la main vers la sienne, mais il l'a retirée. Le maquillage de Maya coulait sur son visage. Elle semblait soudain très jeune, comme si elle venait de réaliser le coup d'être la favorite. Je suis resté assis à regarder tout cela, ressentant quelque chose d'inattendu, un calme, pas un triomphe, pas même de la colère, juste la lente libération de quelque chose que j'avais porté trop longtemps. J'ai pensé à mes nuits d'université et à ces virements, aux messages écrits en majuscules parce qu'elle ne pouvait pas entendre ma voix mais voulait toujours écouter. Quand ce fut fini, grand-mère s'est levée, s'appuyant sur sa canne. Demain, nous déposerons une demande pour confirmer la propriété sous son nom légitime, a-t-elle dit à l'avocat. Mettons cela en pleine lumière. Elle s'est tournée vers moi. Tu viendras avec moi. Toujours, ai-je dit. En partant, mes parents sont restés assis, petits contre les larges fenêtres, leurs reflets perdus dans la pluie. Dehors, la bruine s'était de nouveau adoucie, lavant la ville en silence. Pour la première fois, je ne m'éloignais pas de ma famille. Je marchais vers la vérité. Le trajet en ferry jusqu'à Mersey Island me parut plus court que dans mes souvenirs. L'air était vif, le cri des mouettes perçait le brouillard. Grand-mère et moi sommes arrivés 1 heure avant tout le monde. La maison se tenait tranquille et argentée contre le ciel, comme quelque chose qui attendait d'être pardonné. C'était la première fois que j'entrais depuis que l'ordonnance du tribunal avait confirmé ma propriété. Les planchers sentaient encore le pain frais et la peinture. Les comptoirs de la cuisine brillaient, polis, mais inconnus. Grand-mère a traversé le salon avec sa canne, touchant le mur légèrement comme si elle saluait une vieille amie. Cet endroit a besoin de vérité pour le remplir, dit-elle. Laissez-le entendre ce qui s'est réellement passé. Nous avons nettoyé ensemble, redressant les chaises, essuyant la poussière, disposant le vase en cristal au centre de la table à manger. Je l'avais apporté exprès. Ce n'était plus seulement du verre. C'était une preuve, un rappel de tout ce qui avait été tordu pour paraître beau. Quand elle le vit, grand-mère sourit faiblement. Laissez-le là, dit-elle. Il mérite d'entendre la vérité, lui aussi. À midi, la voiture de mes parents est arrivée dans l'allée, suivie de celle de Maya. Ils sont sortis lentement, comme s'ils entraient dans un tribunal plutôt que dans une réunion. Je pouvais sentir leur tension avant qu'un mot ne soit prononcé. Grand-mère les a accueillis avec la précision calme de quelqu'un qui savait déjà comment la journée se terminerait. « Asseyez-vous, dit-elle, désignant la longue table en chêne. Nous mangerons d'abord, puis nous parlerons. Il n'y a pas eu de repas, seulement du café, et le genre de silence qui vous oppresse la poitrine. » Mon père regardait le sol. Ma mère ne cessait de réarranger sa serviette. Maya évitait mes yeux. Après un moment, grand-mère posa son téléphone sur la table et activa le haut-parleur. La voix de Monsieur Harrison remplit la pièce. La Cour supérieure a confirmé la propriété du trust révisé sur Mersey Island, légalement et exclusivement détenu par Evan Brock sous le EQ Queen Trust. La confirmation résonna comme un coup de marteau. Le souffle de ma mère se coupa. « Pouvons-nous au moins garder quelque chose pour Maya » demanda-t-elle, sa voix se brisant. Grand-mère ne tressaillit pas. « Non, mais elle aura autre chose. » Elle fouilla dans son sac et en tira une enveloppe scellée. « Maya, dit-elle, tu recevras la bourse de la Fondation Eleanor. Ce n'est pas de l'argent qu'on te donne. C'est mérité. 300 heures de bénévolat et 2 ans d'indépendance financière. Termine cela, et tu recevras ta part. » Les larmes de Maya coulèrent avant que les mots ne se forment. « Vous me punissez. » Grand-mère secoua la tête. « Je te sauve. Je veux que tu apprennes que la valeur est quelque chose que l'on construit, pas quelque chose que l'on hérite. » Mon père parla enfin, d'une voix basse. « J'ai fait une erreur. Je pensais qu'Evan était assez fort pour se débrouiller seul. Je pensais que Maya avait besoin de plus d'aide. Je le regardais de l'autre côté de la table, chaque année de silence assise entre nous. Ne pas m'aider était une chose, dis-je. Prendre ce qui n'était pas à vous, c'est autre chose. Il baissa les yeux, et pour la première fois je vis la honte au lieu du déni. Ma mère commença à pleurer doucement, les mains couvrant son visage. La pièce sembla vibrer de tout ce qui n'avait pas été dit. Grand-mère rompit le silence en sortant une petite clé argentée de sa poche et en me la tendant.
Ceci est pour toi, dit-elle. C'est le code d'accès au nouveau compte de Trust, le fonds Arborlight. Tu l'utiliseras pour maintenir cette maison en vie. Je tournai la clé dans ma paume, comprenant ce qu'elle me donnait réellement. Pas seulement une maison, mais la responsabilité, un moyen de réparer tout ce qui avait mal tourné. Dehors, la lumière changea. Le soleil de fin d'après-midi se déversa à travers les fenêtres de verre, se dispersant sur le vase en cristal, se brisant en centaines de doux fragments qui dansaient sur les murs. Grand-mère serra ma main. La justice n'a besoin de personne pour gagner, dit-elle. Elle n'a besoin que des coupables pour comprendre. Ma mère la regarda à travers ses larmes. Vous nous déchirez. Non, dit grand-mère doucement. Vous l'avez fait vous-même. Quand ce fut fini, Maya quitta la table la première, ses pas lourds sur le bois. Mon père la suivit dehors, silencieux. Ma mère resta un instant de plus, fixant le vase, puis murmura « Je suis désolé » avant de sortir. L'air dans la pièce s'éclaircit, mais seulement légèrement. Grand-mère se leva, lentement mais fermement, et regarda autour de la maison une dernière fois. La famille, dit-elle, n'est pas faite de sang. Elle est faite d'honnêteté. J'ai hoché la tête, regardant la lumière sur les murs s'estomper dans la soirée. Je savais alors que rien ne serait plus jamais pareil entre nous. 6 mois plus tard, le printemps avait adouci Mercy Island, la rendant presque bienveillante. Le phare de Arborlight brillait après sa nouvelle couche de peinture. Le jardin à l'arrière, renaissant avec des rangées d'herbes et de pâles roses argentées grimpant le long de la clôture. Chaque matin, j'ouvrais les rideaux et regardais la lumière du soleil glisser sur les planchers comme un pardon, trouvant lentement son chemin. Grand-mère venait chaque week-end, portant un sac en toile rempli de terre et de graines. Nous plantons pour nous souvenir, disait-elle. Les bonnes choses ne restent pas si vous ne continuez pas à les entretenir. Nous passions les matinées dans le jardin, ses mains tremblantes, mais sûres, son rire s'élevant chaque fois que je la taquinais de me donner des ordres. J'ai commencé à comprendre qu'elle ne m'apprenait pas le jardinage. Elle m'enseignait la patience. Chaque petit trou que nous creusions était un rappel que la reconstruction prend du temps, que la croissance est silencieuse mais certaine. Un après-midi, alors que la lumière commençait à s'estomper, elle me tendit une enveloppe scellée. Quand je ne serai plus là, dit-elle, tu sauras quoi faire. À l'intérieur se trouvait une courte lettre écrite de sa main soignée. Ne garde pas cette maison trop étroitement. Un jour, ouvre ses portes à d'autres qui ont perdu la leur. Que ce soit un commencement, pas un monument. J'ai replié la lettre avec soin, sentant son poids s'installer plus profondément que le chagrin. La semaine suivante, Maya est apparue sans prévenir. Elle avait l'air différente. Les cheveux attachés, un jean taché de terre, un sac en toile jeté sur son épaule au lieu d'un sac de créateur. Je voulais voir l'endroit, dit-elle doucement. J'ai travaillé dans un foyer pour jeunes à Spokane. Je pense que je comprends maintenant. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je suis allé à l'abri de jardin, j'ai sorti une paire de gants supplémentaires et je la lui ai tendue. Tu peux commencer par les roses, ai-je dit. Elle a souri à travers ses larmes, et nous avons travaillé en silence. L'air s'est rempli de l'odeur de terre humide et de nouveaux commencements. Pour la première fois, il n'y avait pas de hiérarchie entre nous, pas d'envie, pas de spectacle, juste 2 personnes qui essayaient de faire pousser quelque chose. L'automne arriva tôt cette année-là. Un dimanche matin, grand-mère ne se réveilla pas. Elle s'éteignit paisiblement dans son sommeil, laissant derrière elle un silence si complet qu'il sembla que le monde s'était arrêté pour l'honorer. Les funérailles furent modestes, juste la famille et quelques amis proches. Dans son dernier testament, elle légua tout, les fonds restants, les investissements, la propriété de Mercy Island à la fondation Arborlight, une organisation à but non lucratif qu'elle avait discrètement enregistrée des mois auparavant. Sa mission, offrir aux jeunes éloignés de leur famille un endroit où vivre, étudier et se reconstruire. Elle me nomma son premier directeur. Le jour où je signai les papiers, je ressentis à la fois la perte et le cadeau de tout cela. Debout sur le porche, je regardais la marée monter, pensant à sa voix, disant « La justice n'a pas besoin de gagnants ». Elle avait eu raison. Je n'avais rien gagné. J'avais simplement appris à ne plus vivre comme si j'avais déjà perdu. Maintenant, les matins au phare de Arborlight commencent avec la lumière du soleil traversant les fenêtres et le son du jardin qui s'éveille. Le vase en cristal repose sur la table du porche, rempli de roses fraîches. Quand la lumière le frappe juste comme il faut,
des centaines de petites réflexions se dispersent sur le mur comme des morceaux de quelque chose autrefois brisé, maintenant entier. Je me répète ces mots chaque jour, la justice et l'amour ne sont pas ennemis. Ils ont juste besoin de se tenir dans la même lumière. Avant, je pensais que l'équité signifiait récupérer ce qui avait été volé. Mais c'est plus que ça. C'est le courage de vivre différemment après la vérité. Le phare de Harborlight n'est pas seulement la maison que grand-mère m'a achetée. C'est l'endroit où j'ai appris à planter à nouveau la confiance et à construire une famille avec ceux qui ne sont jamais partis quand j'ai eu besoin d'eux.